Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous démarrons aujourd'hui notre 13e Delville Academy. Alors, certains nous suivent régulièrement et je les en remercie. Et d'autres parmi vous nous connaissent peut-être un petit peu moins. Alors, Delville Management en quelques mots, cabinet de management de transition pure player. Nous sommes aujourd'hui une bonne soixantaine de collaborateurs. Nous sommes présents à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Et nous avons un club de dirigeants, le club Delville. Ce sont des cadres dirigeants qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers la Delville Academy. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Midy, fondateur et président du cabinet de conseil Futures Stratégie, spécialisé dans le conseil et le déploiement de solutions opérationnelles. Comment libérer 1 à 2% de son chiffre d'affaires en cash annuellement? Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Frédéric, je te laisse donc la parole. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce matin. La présentation sera assez courte, hein. Donc, il y a environ 30 minutes de présentation, peut-être un petit peu moins. On a un petit Il souci de son, Frédéric. restera le temps derrière, évidemment, de poser vos questions et pour moi de répondre le plus intelligemment. Ah, On a un petit souci. est-ce que vous Ouais, m'entendez? là, ça y est, c'est bon, c'est bon. Je compte sur toi, Delphine, pour me dire Oui. effectivement s'il y a des soucis de son. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, nous n'allons pas faire une présentation sur les tableaux croisés dynamiques, sur les réductions de coûts, ni sur les détails des process d'intelligence artificielle que nous utilisons dans nos méthodes. Non, non, nous avons d'ailleurs des sessions de formation pour les entreprises, mais ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui. L'objet derrière ce titre, comment libérer 1 à 2% de son cash, de son CA en cash annuellement, il est multiple. Il est d'abord de vous sensibiliser, vous, chef d'entreprise, responsable, cadre dirigeant, membre de l'exécutif, sur le fait que libérer du cash, c'est un moyen et que ça s'inscrit dans un cadre plus général, un objectif d'entreprise. Ça, c'est la première chose et c'est assez fondamental. Deuxième objectif de cette présentation va être de vous donner quelques éléments pour savoir ce que l'on fait d'abord. Par quoi on commence? Parce que bien souvent, quand on dit on veut libérer du cash, on se tourne vers la DRH et on dit je veux faire un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est probablement la dernière chose à faire avant d'avoir regardé un certain nombre d'éléments ailleurs dans son PNL, dans son compte de résultats. Et puis le troisième objectif de cette présentation, c'est de vous sensibiliser sur les pièges ou les erreurs à ne pas commettre. Une fois qu'on a dit ce que cette présentation n'avait pas pour objectif et ce qu'elle avait comme objectif, allons-y. Alors, on commence par quelque chose, un anglicisme, mais que j'apprécie particulièrement. Qui ne l'apprécie pas? Nelson Mandela, qui a dit à un moment, A vision without a plan is just a dream. Action without vision just passes the time. And a vision with a plan for execution is a game changer. Vous avez tous compris, toutes et tous compris. C'est ce qui a guidé ma démarche. Euh, une action se doit d'être inscrite dans une vision et dans un plan avec une exécution. Et ceci est le véritable game changer. Et donc, tout ce qui va suivre dans cette présentation sur le cash, eh bien, lorsque je vous parlais d'objectifs pour l'entreprise, eh bien, s'inscrit directement et s'inspire de cette parole fantastique de Nelson Mandela. Quelques mots sur moi, j'ai 63 ans, quelques cheveux blancs, un petit peu de seniorité. Mais ma dernière fonction était dans un groupe belge, dans les plastiques, en Belgique. J'ai eu 12 ans d'expatriation et j'étais CEO de toute l'activité européenne, Moyen-Orient et Afrique, qui représentait 1 milliard d'euros, 7000 personnes dans 24 pays en Europe.
Je suis ingénieur arts et métiers, diplômé de l'ESSEC. J'ai fait un MBA aux États-Unis et j'ai également fait de l'INSEAD plus récemment. Ce que je vous propose aujourd'hui, trois choses. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule, le cash, oui, aller chercher du cash, libérer du cash, oui, mais ça doit s'inscrire dans un plan plus global. Et donc, nous allons déterminer, suite à une enquête, je vais partager avec vous les résultats de l'enquête que nous avons effectuée l'année dernière auprès de chefs d'entreprise, certains de vos collègues, qui traduisent eh bien, les quelques défis. Ensuite, évidemment, nous parlerons cash et puis une illustration au travers d'un exemple, au travers d'un de nos clients. Euh, une précision, la raison pour laquelle j'ai créé le cabinet Futurist Stratégie est tout simplement parce que dans mes fonctions, tout au cours du temps, j'ai trouvé des cabinets de conseil qui me conseillaient, qui faisaient des plans de vision extraordinaires avec des slides sensationnels. Je n'en ai trouvé aucun qui fasse à la fois du conseil et du déploiement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Futurist Stratégie, qui est un cabinet qui conseille et qui déploie, et avec un parti pris fort qui est de sélectionner les clients avec lesquels nous travaillons. Et c'est nous, avec mon associé, qui réalisons les projets nous-mêmes. Donc, je reviens, pardon de cette digression, je reviens sur les défis des entreprises. Donc, enquête réalisée auprès de chefs d'entreprise sur LinkedIn, fin d'année 2023. Trois choses. Un, d'abord, saisir les opportunités. Tous étaient unanimes à la sortie de la pandémie, avec des coûts, une inflation qui augmente, avec des coûts de l'énergie, des coûts des matières premières. Il reste néanmoins des opportunités et les entreprises, les chefs d'entreprise souhaitent pouvoir les saisir, mais n'en ont pas forcément toujours les moyens. Et combien, vous le savez, combien il est frustrant de voir passer le train sans le voir s'arrêter, mais sans pouvoir monter dedans. Le deuxième enjeu, c'est effectivement, ce sont les coûts. Nous avons constaté une augmentation conjoncturelle des coûts depuis la fin de la pandémie, avec un très fort impact sur le compte de résultat, avec en clair des coûts qui augmentent plus vite que les revenus, et avec, dans la plupart des cas, une impossibilité de répercuter les coûts des matières premières et les augmentations de l'environnement, dues à l'environnement, impossibilité de les répercuter sur les clients. Troisième enjeu, un enjeu de ressources humaines et de talent. Les générations tout petit peu plus récentes que la mienne, je dirais, ont des codes de fonctionnement, et Delville connaît parfaitement ce sujet, bien entendu, ont des codes qui sont différents de ceux que nous pouvions avoir. Et dans les entreprises, il y a aujourd'hui un écart important parfois entre les promesses qui sont faites pour recruter des jeunes talents qui en fait ne restent pas parce que ces promesses ne sont pas en fait des choses ancrées dans l'ADN de l'entreprise. Et donc, il s'ensuit eh bien, des coûts importants, des doubles peines, voire triples parfois, pour les entreprises sur ces aspects jeunes talents, avec des questions simples à se poser, hein, qui sont, par exemple, combien de temps cela vous prend, vous, entreprise, pour recruter un jeune talent? Combien de temps les gardez-vous? Il y a un certain nombre d'indicateurs de ce genre au-delà des indices de satisfaction. Donc, trois grands défis pour les entreprises. L'augmentation conjoncturelle des coûts, avec les revenus qui augmentent moins vite que les coûts, les talents, l'attractivité de l'entreprise, la rétention des talents à bord, et saisir les opportunités qui devient, je dirais, un objectif majeur avec l'augmentation conjoncturelle des coûts sur lequel il faut travailler, mais qui est un moyen, et avec quelque chose d'absolument essentiel, qui est les talents et les ressources humaines qui ne sont pas forcément à disposition au bon endroit au bon moment. Donc, ces trois défis euh, euh, issus d'une enquête terrain auprès des entreprises. Je passe sur notre approche. Nous avons une approche qui concerne eh bien, ces trois aspects. Un, rendre l'entreprise plus compétitive en l'aidant à saisir les opportunités après que nous ayons généré du cash en rendant les investissements possibles.
Ça paraît extrêmement simple de raisonner de cette manière. Bien souvent dans les entreprises, encore une fois, on raisonne avec des démarches parfois à court terme, ce qui n'est pas illogique, mais où il faut parfois prendre un tout petit peu de hauteur. Et c'est là où le recours, évidemment, à un tiers conseiller peut être évidemment une valeur ajoutée immense. Et puis donc, s'assurer que l'on a bien les talents avec un leadership efficient envers les jeunes et le discours dans la stratégie de l'entreprise, dans la vision de l'entreprise, le discours qui sache parler aux jeunes talents comme à l'ensemble des personnes de l'entreprise, mais pas uniquement, je dirais, à ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Le... Pour attirer Et les jeunes je talents. t'interromps, Frédéric, le son n'est pas exceptionnel, hein. Pour vous, des questions que je vous pose, est-ce que ça va mieux là? Oui, là, c'est Je bon. change, je change l'orientation. Bien. Pardonnez-moi de ces quelques difficultés sonores qui génèrent un inconfort pour vous. Je vous prie d'accepter mes excuses pour cela. Malheureusement, je me sens un peu démuni par rapport à tout cela. Je suis plus à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques et avec l'intelligence artificielle qu'avec les connexions 5G qui disparaissent sans qu'on sache pourquoi. Cela dit, pour vous, quelques questions à se poser. Euh, Quel impact ont eu ces augmentations conjoncturelles des coûts? Savez-vous le chiffrer? Savez-vous en déterminer les raisons, en identifier les différents piliers? Avez-vous identifié les opportunités pour les années qui viennent, pour les 3 à 5 années à venir? Êtes-vous de plein pied dans la réindustrialisation de la France avec les plans, les investissements avec BPI, etc. Est-ce que vous avez identifié cela? Est-ce que vous avez identifié les grands vecteurs qui vont avoir un impact, les grands changements qui vont avoir un impact sur votre entreprise? Et puis, j'en parlais tout à l'heure, au niveau des talents, sur ces 3 codes couleurs que vous retrouvez, bleu, stratégie, rouge sur les coûts et vert sur les talents, quel est le temps moyen nécessaire au recrutement de vos talents? Voilà, grosso modo, les quelques questions à se poser, pas énormément, mais qui vont vous permettre de déterminer, oui, il y a quelque chose à faire, ou non, tout va bien, je fais tout bien, donc il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème, aucun besoin d'avoir recours à une aide externe. Alors, aujourd'hui, le thème de la conférence est sur les opportunités de cash. Je voulais simplement mettre en perspective, comme je le disais en préambule, que ces opportunités de cash doivent s'appuyer, sur une vision, une stratégie et un projet stratégique. S'il existe, s'il est quelque part à réviser, parfait, très bien. Et d'ailleurs, les opportunités de cash permettent d'autofinancer des révisions du plan stratégique et puis de travailler sur les ressources humaines. Ce sont 3 parcours qui sont absolument indissociables. Alors, si on fait un focus maintenant sur les coûts indirects, eh bien, les coûts indirects, il faut savoir que c'est universel dans les entreprises. Pour les startups, c'est un tout petit peu plus élevé en termes de pourcentage, mais les coûts indirects dans les entreprises représentent 10 à 15% du chiffre d'affaires. Un tout petit peu plus dans les entreprises industrielles, dans les entreprises qui fabriquent, que dans les entreprises de services, mais on est dans ces ratios. Donc, imaginez, vous avez une entreprise qui fait 100 millions d'euros, eh bien, vous dépensez entre 10 à 15 millions d'euros annuellement en coûts indirects. Nous verrons dans quelques secondes ce qu'est un coût indirect et la définition, parce que ça peut recouvrir beaucoup de choses. La problématique de cela, c'est que c'est considéré comme non stratégique, ces coûts indirects. Ce n'est jamais la priorité, que le chef d'entreprise alloue rarement des ressources sur ce type de coûts. Et que donc, puisqu'il y a peu d'expertise, peu de ressources disponibles pour cela, des expertises sont limitées, ou en tout cas, ce sont les mêmes personnes qui vont traiter les photocopieurs, les travels et un certain nombre de coûts indirects. Et on considère à tort que, eh bien, à tort,
évidemment, la réponse est contenue dans la question, que c'est un mal nécessaire et que l'on n'y peut rien. Pas forcément. Sachez que, en termes de track record, comme on dit vulgairement, il est possible de générer, et c'est l'expérience que nous avons depuis notre existence, depuis 30 ans, où je travaille avec un partenaire, 20% d'économie en moyenne. Donc, vous imaginez, 15% de votre chiffre d'affaires, 15 millions d'euros, 20% d'économie annuelle en moyenne, nous sommes là à 3% de votre chiffre d'affaires. Dans la réalité, ça ne se passe jamais aussi bien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à, nous disons, 1 à 2% du chiffre d'affaires. Mais rien qu'en travaillant sur ce genre de choses, sur ces coûts indirects, on arrive à libérer 1 à 2% du cash. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on offre? Qu'est-ce qu'on vous offre à vous, chef d'entreprise, dans ce cas-là? C'est très simple. On vous offre une marge de manœuvre. On vous offre du cash, certes, mais on vous offre la liberté de décider. Dans un monde où vous êtes de plus en plus contraint par les clients, les fournisseurs, le comité, le CSE, le comité d'entreprise, etc., votre conseil d'administration, votre comité de direction, votre leadership team, eh bien, nous vous offrons dans ce cadre-là du cash que vous allez pouvoir réutiliser comme vous le souhaitez. Et ceci dans un cadre budgétaire et avec des aspects à court terme. Je vous avais promis une définition. Alors, nous n'allons pas les passer en revue, mais voilà ce que recouvrent en général les coûts indirects. Parfois, la logistique est intégrée dans les coûts directs et fait partie des coûts de fabrication. Transport, stockage. Donc, ça peut varier. C'est pour ça que c'est, dans la majorité des cas, indissociable entre coûts directs, coûts indirects, et qu'il nous arrive évidemment de faire le pont et la navette entre les deux. Néanmoins, voilà ce que ça recouvre. Ça recouvre même, oui, les tickets restaurants, bien entendu, mais ça recouvre la flotte automobile, qui sont des notions aujourd'hui qui sont de plus en plus en vogue en France, après avoir connu un essor important dans les autres pays autour de nous. Les éléments marketing, l'énergie, les contrats de sécurité, suite à la période Covid, eh bien, tout ce qui est nettoyage, entretien et sécurité ont pris un essor important. Et là, les prix qui sont pratiqués sont parfois absolument hallucinants. Location de matériel du bureau, renégociation des licences, parfois Microsoft, qui a pris quelques largesses, ou en tout cas qui n'a pas réadapté ces licences suite à la pandémie et suite au contexte nouveau post-pandémie. Et puis, eh bien, des choses plus traditionnelles, emballage, gestion des déchets, recyclage. Sachez que le top 3 dans nos interventions recouvre l'énergie, le transport, les emballages. Ça, c'est le top 3. Arrive ensuite, on va dire, dans le top 5, maintenant, tout ce qui est flotte automobile. Il y avait à une époque les frais de voyage, ça n'est plus du tout le cas. Les commerciaux ne voyagent plus et font des visioconférences. Par contre, on va retrouver tout ce qui est IT et télécommunications avec des notions de cybersécurité que l'on aborde évidemment avec des partenaires externes, puisque je ne suis pas un spécialiste personnellement de la cybersécurité. Voilà grosso modo ce que ça recouvre. Lorsqu'on traite par exemple de flotte automobile, nous allons parler de TCO, c'est-à-dire de Total Cost of Ownership. Donc, il ne s'agit pas uniquement du coût de location, du leasing mensuel, mais il y a un certain nombre d'autres coûts. Je vous en dispense aujourd'hui. Alors, un petit mot sur qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Je vous l'ai promis tout à l'heure. Quand on aborde la question des coûts, et avant de sabrer et d'aller voir la DRH en disant je veux faire un plan de sauvegarde de l'emploi, il convient de se poser un certain nombre de questions. D'abord, il y a un audit d'opportunité à faire, c'est-à-dire où sont les coûts les plus importants. Ça, encore, le CFO doit savoir le dire, la direction financière. Par contre, ce qui est du ressort du comité de direction ou du chef d'entreprise, c'est de faire le lien entre une masse de dépenses et son intérêt stratégique et son retour par rapport à la ligne de haut et à la ligne d'en bas, par rapport aux revenus et par rapport à la profitabilité. Donc, c'est savoir par quoi on commence provient de l'audit d'opportunité dans les dépenses.
Il s'ensuit une priorisation. Et puis, ensuite, derrière, eh bien, nous allons le détailler après, eh bien, le conseil que nous donnons, c'est de travailler selon une approche, en faisant un bilan, une photo de la situation, en allant vers des options possibles et en faisant des choix. Ce que nous proposons, nous, à nos clients, et ça fait 30 ans qu'on propose ce genre de choses, avec des évolutions, bien entendu, mais euh, nous proposons un engagement de résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne au chef d'entreprise, évidemment, le choix de l'option qu'il veut choisir, qu'il veut mettre en œuvre, nous mettons en œuvre pour lui, mais nous nous engageons sur des résultats. Et nous nous faisons rémunérer, nous nous rémunérons sur les résultats. Alors, il peut arriver également à ce niveau-là que le client préfère un forfait parfait, ou lorsque l'on est dans le domaine d'une start-up, par exemple, eh bien, on ne se rémunère que lorsqu'il y a des revenus et du cash qui est généré et avec des conditions spécifiques en fonction de l'entreprise. Bref, on sait s'adapter par rapport à cela. Ce qu'il faut retenir, pas de risque, engagement de résultat, et derrière, ce qui nous différencie, c'est que nous allons pérenniser, et c'est ça j'attire votre attention sur l'erreur à ne pas commettre, qui est d'aller travailler avec des cost killers, parce que ces cost killers vont vous réduire les coûts, ah, certes, et puis c'est comme quand on arrête de fumer, quand on reprend 2 fois plus fort. Et bien là, c'est pareil, lorsque on va couper dans les coûts, il y a fort à parier, et ce sont des résultats tangibles, que 2 ans plus tard, les coûts sont revenus, mais de façon plus importante que préalablement. Donc, il est important, lorsqu'on réduit les coûts, également d'adapter les processus, d'adapter l'organisation. Et ça, c'est toujours quelque chose, c'est une erreur qui est faite systématiquement. On se dit, je vais couper les coûts, et puis on ne change rien à son organisation. Probablement, c'est si les réductions de coûts n'ont pas donné leurs résultats, il faut aller chercher dans cet endroit-là. Voilà. Donc, résultat, on commence par déterminer les priorités, faire un audit d'opportunité. C'est ce qu'il faut faire pour aller libérer du cash. Et puis ensuite, aller renégocier avec des fournisseurs, garder ses fournisseurs existants, en changer. Dans la plupart des cas, 80% des fournisseurs actuels sont gardés, hein, parce que lorsqu'on est dans un monde, par exemple, industriel, eh bien, il est évident que lorsqu'on a déployé des processus d'assurance qualité avec des fournisseurs, on ne va pas tout remettre en cause comme ça du jour au lendemain. Et donc, avec une équipe, une faible mobilisation des équipes et un risque limité. Alors, juste un avant-goût, enfin un avant-goût, un détail du processus qui est suivi dans ces réductions de coûts et que je conseille, ce que vous pouvez faire en entreprise, hein, sans aucun souci, à partir du moment où vous avez fait en interne cet audit d'opportunité, que vous avez priorisé, que vous avez déterminé les options, eh bien, ça devient beaucoup plus simple. Il y a cette phase d'analyse, cette phase de recherche, de déploiement et de suivi. La particularité, c'est que lorsqu'il y a un suivi, il s'inscrit dans la durée. Ensuite, il y a cet engagement de résultat avec les processus qui sont modifiés en cours de route. Alors, je voulais illustrer ce propos de façon extrêmement simple par une entreprise avec laquelle nous avons travaillé, qui est dans l'Est de la France. 55 millions d'euros, 200 personnes, bâtiments, construction, comme vous le voyez. Ils sont dans les systèmes de fermeture. Ils travaillent en France et en Malaisie et ils exportent sur toute l'Europe. Je vais la faire très courte. C'est moi qui ai approché cette entreprise et ils m'ont demandé de les aider sur une renégociation de leur contrat énergie. Leur directeur des achats venait de partir. Résultat des courses, nous avons traité, certes, la renégociation de l'énergie, mais surtout, nous l'avons aidé à réduire son nombre de références produits. Nous l'avons aidé sur la partie logistique en révisant ses process logistiques. Nous avons ainsi réduit ses coûts. Nous avons permis, au travers de ces réductions de coûts, de réviser le plan stratégique de façon autofinancée.
ce qui est parfois un frein. Lorsqu'on parle stratégie, révision de plan stratégique d'une entreprise, le chef d'entreprise se dit, ouh, ça va être consommateur de temps et ça va être beaucoup d'argent. Là, c'était autofinancé. Et puis, ça a permis à l'entreprise de se placer dans un mode euh, d'acquisition d'entreprise. Alors, les réductions de coûts n'ont pas été toutes, n'ont pas suffi pour l'acquisition de l'entreprise qu'ils ont réalisée, mais ça a permis de faciliter l'endettement de l'entreprise auprès des banques. Et savoir que nous avions travaillé ensemble a été un facilitateur. Donc, ça leur a permis également de procéder à une acquisition d'entreprise et ça leur a permis également de relancer un produit qu'ils avaient stoppé en R&D, en recherche et développement. Et donc, ils ont pu gagner du temps sur la concurrence et regagner en compétitivité et saisir des opportunités, notamment sur les gages de porte électroniques. Alors, ça semble des choses extrêmement simplistes. Eh bien, ça ne l'est pas. Nous sommes sur des mondes connectés et l'entreprise a réussi à prendre le train de la connectivité sur ce genre de choses que l'on voit un peu dans les illustrations ici. Et puis, puisque nous avions travaillé en profondeur avec le comité de direction également, nous avons terminé notre approche par du coaching des dirigeants pour les accompagner dans les changements et nous les avons accompagnés également sur le recrutement et l'attractivité de l'entreprise sur les jeunes talents. Voilà, donc ce que nous avons fait, c'est assez simple en fait, et c'est la démarche que je vous recommande à tous en tant que chef d'entreprise, c'est de rendre visibles les ressources invisibles. Et encore une fois, faites donc cet audit d'opportunité. N'allez pas dans le piège du plan de sauvegarde de l'emploi, en tout cas pas trop vite. Il y a des choses à regarder préalablement. Et puis, il y a une donnée essentielle sur laquelle il faut aller visiter, ce sont les talents et les ressources humaines. Voilà, s'il y a des choses à retenir de cette présentation, c'est cela. Alors, euh, juste quelques mots. Je travaille avec un partenaire qui est un partenaire mondial qui, dans le domaine de l'industrie, a généré des réductions de coûts. Il s'agit du groupe ERA, l'homonyme du groupe immobilier, mais qui n'a rien à voir. ERA venant de Expense Reduction Analyst. Et donc, je travaille en partenariat avec eux parce qu'ils ont un peu plus de 1000 spécialistes au travers dans le monde, spécialistes par catégorie. Donc, les 40 catégories que je vous ai présentées tout à l'heure, il y a un spécialiste par catégorie, et ceci en France et en Europe. Donc, voilà quelques résultats. Je ne vais pas comment dire, m'épancher là-dessus, mais sachez qu'il y a effectivement, lorsqu'on parle de 20% d'économie annuelle libérée en cash, c'est une réalité, et c'est une réalité en France, en Europe et dans le monde, puisque ce réseau est disponible, enfin disponible, est présent partout en Europe, en Australie, maintenant en Asie et sur tout le continent américain, nord-américain et sud-américain. Donc, ce sont des gens avec lesquels je travaille depuis quelque temps maintenant. Également, un domaine sur lequel je travaille, ce sont les private equity, les fonds d'investissement, qui sont toujours intéressés pour, je dirais, arriver à les aider sur les multiples. Ils achètent une entreprise, ils veulent revendre évidemment avec un multiple intéressant 5 ans après. Et donc, l'approche que nous leur proposons est une approche intéressante. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que les private equity ne sont pas des lapins de 6 semaines, comme on dit, pardonnez-moi cette familiarité, et ils ont bien compris que améliorer le fonctionnement opérationnel était clé pour créer de la valeur et rendre une entreprise plus forte, et que l'amélioration de la valorisation passe par la génération de cash. Hein. Cash is king, tout le monde sait cela. Après cela, il s'agit de le faire arriver, de le provoquer. Et ceci grâce à une accélération de l'amélioration des résultats au travers d'une approche de réduction de coûts. Ceci, quand on parle de private equity, encore une fois, on est dans un objectif et un dessein plus grand, plus large. Hein. La réduction de coûts est un moyen.
à chaque fois pour se donner de l'air, pour saisir les opportunités, rendre les entreprises plus compétitives, en améliorer la valorisation, améliorer le fonctionnement opérationnel en travaillant sur ces quelques éléments de dépenses indirectes et directes. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de m'excuser encore d'accepter mes excuses pour ces problèmes de connexion. J'espère que ça aura été audible et que ça aura été intéressant. En un mot, s'il y a quelque chose à retenir, vous avez une entreprise qui fait 100 millions d'euros, vous dépensez 15 millions d'euros, grosso modo. Ah, la connexion semble être compliquée. Est-ce que tu confirmes, Delphine? Ça l'a été, là, ça va mieux. Bon. Donc, ce qu'il faut retenir, votre entreprise fait 100 millions d'euros, vous dépensez 15 millions d'euros. Nous savons, il y a des possibilités en interne dans votre entreprise ou en externe pour libérer 1 à 2, 3% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est important d'avoir un objectif autre pour redonner, pour donner de l'air et donner de la marge de manœuvre. Et il est important de savoir se donner cette marge de manœuvre pour saisir les opportunités. Troisième élément, en titre de conclusion, évidemment, les talents sont importants. Encore faut-il, dans une entreprise, savoir les retenir et savoir leur parler. Et le plan stratégique, la vision, est vraiment important vis-à-vis des talents. Et sans les talents, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Je vous remercie de votre attention. Delphine. Merci, merci beaucoup Frédéric. Alors, place aux questions. Donc, il y en a quelques-unes qui nous parviennent. Donc, Nathalie Lautour va te les poser. Bonjour à tous, merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Alors effectivement, plusieurs questions nous sont adressées. L'une d'entre elles est la suivante. Comment travaillez-vous avec des entreprises dont le département achat est mature et reconnu? Alors, comment travaillez-vous avec les entreprises dont le département achat est mature et reconnu? C'est ça, hein? Absolument oui. Pardon, je m'assure que j'ai J'ai bien bien entendu. C'est compris. moi là, qui ai des soucis de réception, décidément. Alors, c'est effectivement une question importante. Nous travaillons avec les services achats en partenariat. Alors, au début, il est très clair qu'ils ne nous voient pas arriver d'un très bon œil. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils vont aller trouver des réductions de coûts là où nous n'avons pas su les trouver. Donc, mon job est à risque, donc je vais me faire virer. Je caricature à peine. Ce qu'on leur explique, c'est extrêmement simple. C'est que nous ne sommes pas, en tant qu'être humain, omniscients. Et donc, nous travaillons sur des domaines sur lesquels les services achats ne travaillent pas. Les services achats, la plupart du temps, sont tous lean, avec une organisation extrêmement lean, donc, et travaillent sur les grandes masses et bien souvent sur les coûts directs, les matières premières et ce genre de choses. Donc, nous n'allons pas nous interférer sur ce que fait le service achat de façon très professionnelle. Nous allons pouvoir les assister s'ils le souhaitent. Par contre, nous allons travailler avec eux sur tout le reste, sur tout ce sur quoi ils ne travaillent pas. Et nous allons, ça c'est le premier point. Deuxième point, comment on fait? Eh bien, nous utilisons nos bases de données, nous utilisons l'intelligence artificielle pour les aider à avoir des benchmarks. Benchmarks qu'ils n'ont peut-être pas. Benchmarks que nous avons, nous, au travers de l'expérience avec d'autres clients, dans d'autres secteurs, mais dans le même secteur qu'eux. Donc, on leur apporte cette connaissance, je dirais, du partenaire externe. Troisième élément par rapport à cela, c'est qu'on agit avec eux avec un process de gain rapide, de quick wins. C'est-à-dire qu'on va identifier avec eux, avec l'un d'entre eux, un succès rapide que l'on peut obtenir ensemble. Et ça, c'est absolument clé et on valorise ça évidemment ensuite auprès de l'entreprise. C'est un petit peu de la sauce interne, mais ça fonctionne et c'est une question très pertinente. J'espère avoir répondu.
Merci beaucoup, Frédéric. Autre question, dans un contexte d'inflation permanente, comment procédez-vous pour mesurer les savings apportés sur les achats indirects avec vos clients? Euh, alors, nous sommes ici sur un système de cost avoidance. Il y a beaucoup d'anglicismes ici, mais sur les coûts que nous allons éviter. Exemple, sans notre intervention, eh bien, les coûts de l'énergie vont vous impacter de 20-30%. Très bien. Enfin, très bien. Non, pas très bien, mais c'est un fait. Notre intervention va vous permettre, au lieu d'avoir 20 à 30% d'impact sur vos coûts de l'énergie, je pense parce que c'est un cas concret, eh bien, au lieu d'avoir 20 à 30%, vous n'allez avoir que 5 à 10%. C'est un cas réel que nous vivons en ce moment. 5 à 10%. Eh bien, nous allons nous rémunérer sur le delta entre les indices qui vous auraient conduit à avoir 20 à 30% d'augmentation et les 5 à 8% d'augmentation seulement que nous allons pouvoir vous obtenir. Voilà la façon dont nous nous rémunérons dans un contexte inflationniste. À savoir que ceci concerne aujourd'hui quasiment exclusivement l'énergie. Ça a été le cas sur les emballages et le carton jusqu'à ce que les prix du carton ne dégringolent à nouveau. Ça a été également le cas sur le transport et notamment le transport maritime où le prix des containers pour envoyer un container en Malaisie, par exemple, ou surtout de Malaisie vers la France, ont été multipliés par 10 en quelques mois. Aujourd'hui, il n'y a plus que ce contexte énergie qui est dans un contexte inflationniste. Sur tout le reste, nous savons eh bien, libérer du cash et des opportunités d'économie. Merci, Frédéric. Question suivante, conduisez-vous une analyse de risque au cours de votre approche d'audit de révision stratégique? Oui, analyse de risque. Alors, ça recouvre beaucoup de choses. Et là, ça dépend beaucoup du contexte. Mais pour vous donner quelques idées, lorsque nous révisons les plans stratégiques et que nous sommes à travailler sur, je vais prendre un exemple concret récent, sur la fermeture d'un site et la réouverture d'un autre. L'analyse des risques ici portait sur les ressources humaines, hein, évidemment, c'est-à-dire sur le risque justement de fuite des talents, de perte de ces talents, de perte des compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous faisons dans l'analyse des risques, ça concerne aussi toutes les simulations. Simulations, j'ai un message sur ma connexion Internet. Est-ce que vous m'entendez, mesdames? Mesdames, Oui, oui, messieurs? c'est bon. Bon, Oui, oui, c'est C'est bon. bon. donc, ce que nous, dans la révision du plan stratégique, il n'y a pas de révision du plan stratégique sans quantification et sans aspect qualitatif. Et donc, ces simulations permettent justement d'avoir des options avec, en disant ici, oui, on va atteindre tel niveau de profitabilité, tel niveau de part de marché, risque étant ici de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir des investissements marketing qui soient apportés sur ce secteur et donc au risque de déshabiller l'autre secteur. Nous avons eu une entreprise, par exemple récemment, qui voulait euh, tout investir dans les grandes surfaces de bricolage, dans le domaine bâtiment et construction. Nous avons été amenés à faire cette analyse de risque, savoir si tout investir en termes de marketing sur la partie grande surface de bricolage n'allait pas se faire au détriment de la filière professionnelle. Et que donc là, il y avait probablement un certain nombre de risques. J'espère avoir répondu à votre question en l'illustrant, mais c'est ce genre d'exercice, évidemment, que nous faisons systématiquement. S'il n'y a pas analyse de risque, vous avez parfaitement raison, la valeur du plan stratégique, c'est des slides essentiellement, c'est du papier. Merci, Frédéric. Question suivante, pouvez-vous travailler avec des sociétés en difficulté? Ça nous arrive, et des sociétés en difficulté de toute taille. Exemple, start-up qui pensait davantage à son développement que à sa profitabilité, ça arrive en recrutant à tour de bras et puis qui a failli se retrouver en cessation de paiement.
On a travaillé ensemble juste avant. Et donc là, nous avons, en termes de rémunération, comme je le disais tout à l'heure, nous avons trouvé un modus vivendi de manière à ne pas les pénaliser. Ils n'avaient pas de cash. Ce n'était pas le moment d'en rajouter et d'avoir une approche systématique. Sur des entreprises un peu plus... Donc, voilà un premier exemple. Sur des entreprises en difficulté, oui, euh, la, la- la problématique est de trouver un accord avec le chef d'entreprise pour justement ce financement et les indicateurs qui seront après coup, lorsque l'entreprise aura récupéré une profitabilité, et après de mesurer ce qui vient de nous, ce qui ne vient pas de nous. Tout ne vient pas de nous. Quand on a l'amélioration de la situation pour une entreprise, les choses ne sont pas uniquement dues à nous. Donc, c'est toujours une difficulté, mais bien entendu, nous le faisons. Notre cible étant, j'ai oublié de le mentionner, mais des entreprises qui sont entre 15 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, très bien. Merci Frédéric. Question suivante. Alors, dans l'exemple que vous avez cité dans le cadre de votre présentation, on nous demande quel a été le rôle du CFO. Alors, le rôle du CFO a été de jouer le rôle du pilote du projet, responsable vis-à-vis du comité de direction. Ça a été un premier rôle. Le deuxième rôle, ça a été de nous donner l'ensemble des datas qui nous ont permis de faire nos analyses, nos fameux tableaux croisés dynamiques, etc., etc. Et ensuite, en pilotant le projet, de prendre la direction, je dirais, de tout ce qui était déploiement dans l'entreprise avec nous, pour nous faciliter la tâche. Donc, ça a été un rôle de partenaire. Le CEO étant dans son rôle de sponsor du projet, hein, mais pas dans l'exécution. Donc, le pilote était le CFO. Nous étions, nous, l'exécutant pour le projet, en posant un certain nombre de questions, et le sponsor était le CEO. C'est en général l'organisation que nous prenons. Autre cas de figure, nous pouvons avoir le pilote du projet, le CEO est toujours le sponsor en général, le pilote du projet peut être le directeur des achats. Euh, Par rapport à la question de tout à l'heure, ce que nous recommandons fortement. Ça peut être lorsqu'on travaille sur des questions logistiques ou emballage, ça peut être le directeur industriel, lorsqu'on est spécifiquement là-dessus. En général, le CFO a cette capacité à avoir une vue hélicoptère sur l'ensemble, je dirais, des dépenses de l'entreprise. Et lorsqu'il est vraiment un business partner, un partenaire business au sein du comité de direction, eh bien là, c'est du bonheur pour nous parce qu'on va très vite et il sait répondre à toutes nos questions sans intermédiaire. Merci beaucoup Frédéric. Autre question. Alors, lors d'une crise, nous sommes confrontés à trois axes. Maintenir l'opérationnel, identifier les éléments de la crise, mettre en œuvre la nouvelle stratégie. L'otage d'une situation n'est jamais celui qui résout la situation. La question de la personne est la suivante. Pensez-vous que le manager de transition peut être la solution? Alors, dans l'absolu, et oui, oui, il peut être la solution, mais un manager de transition, attention, il n'a pas la culture de l'entreprise, c'est pas son domaine, euh, et il faut qu'il soit piloté. Il faut qu'il soit piloté par le comité de direction, le CEO ou une personne. Donc, il va falloir faire extrêmement attention sur la conduite du projet. Donc, on revient à l'organisation, à la gouvernance tout à l'heure. Autre possibilité, c'est de recourir à un tiers, une société conseil et déploiement. Mais là, je vais m'arrêter là parce que vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Évidemment. Mais à votre question, la réponse est oui. Avoir euh, un tiers qui soit un manager de transition, qui soit une société de conseil et déploiement, apportera toujours des aspects positifs, pour autant que le pilote et les spécifications du projet soient correctes. Et toute la difficulté est là.
avec le CEO et le responsable de l'entreprise qui donne les bonnes consignes, qui donne les bons axes, les bonnes orientations aux managers de transition. Merci Frédéric. Question suivante, comment passez-vous d'une vision stratégique opérationnelle à un accompagnement de coaching et quel type de coaching pratiquez-vous? Alors, la réponse va peut-être pas vous plaire, mais bon. J'ai passé ma vie en tant que dirigeant d'entreprise à être dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur entre le cloud, la stratégie et l'opérationnel sur le terrain. Et je pense que enfin, je suis certain pour l'avoir vérifié, qu'une des compétences clés d'un leader d'une entreprise est de savoir justement faire l'aller-retour entre le cloud et le terrain. Et pour cela, il lui faut à un moment savoir prendre du recul, parce qu'il est extrêmement facile de se prendre au jeu de l'opérationnel, d'y rester. Donc de rester bloqué sur la position stop dans l'ascenseur en position opérationnelle, ou de rester dans le cloud. Et c'est là où effectivement la question est très pertinente encore, parce que le coaching que nous déployons auprès des dirigeants va les aider à prendre ce recul. Qu'est-ce que nous faisons pendant le coaching? Parce que c'était ça la question. Eh bien, nous prenons des cas concrets issus de l'entreprise pour aider les chefs d'entreprise, les guider dans la recherche de solutions qu'ils ont, eux, en eux. Nous, on n'apporte pas de solution. On va questionner, on va les guider, on va les amener à la conclusion qu'ils ont déjà en eux. On va simplement les aider à prendre du recul et mettre tout cela en perspective par rapport au temps, par rapport au contexte, par rapport à la compétitivité, enfin, à l'environnement concurrentiel, et par rapport aux opportunités qui sont à venir pour l'entreprise. Voilà ce que l'on fait dans nos sessions de coaching. Très concrètement, ce sont 12 sessions de coaching avec les dirigeants, pas plus, pas moins. Et alors, dans tout cela, quelle place à la RSE, enfin, quelle est la place de la RSE dans votre démarche? Alors, encore une bonne question. Nous avons aidé, je vais répondre par un exemple, nous avons aidé une entreprise récemment qui avait un problème justement de fidélisation de ses talents, qui avait une formidable promesse RSE sur son site Internet, mais une culture d'entreprise qui n'était pas du tout en cohérence par rapport à cela. Et donc, nous avons mis en relation cette entreprise avec un de nos partenaires, utiliser le plan stratégique en fonction, je dirais, de ses orientations et de ses gouvernances, de ses responsabilités sociétales et environnementales. Nous n'avons pas traité le dossier nous-mêmes, nous ne sommes pas omniscients. Par contre, nous avons les spécialistes pour cela. Et pour ancrer le déploiement dans le changement culturel de l'entreprise, nous avons révisé le plan stratégique et nous avons coaché l'équipe de direction. Si on ne fait pas ça, si on fait uniquement du toilettage du plan stratégique sans accompagnement, on a quelque chose de beau, mais qui ne dure pas très longtemps, qui ne résiste pas au temps. Et là, quand on dit résiste pas au temps, c'est très rapide de sombrer. Question suivante. Une fois que votre mission identifie les économies potentielles et que le dirigeant ou le codir n'en accepte qu'une partie, comment se passe la discussion autour de votre rémunération au success fees? Êtes-vous rémunéré aux économies potentielles ou aux économies réelles? Alors, dans le processus, nous commençons par faire une photo, un bilan. Prenons un exemple sur les emballages. Donc, on regarde, le montant total des dépenses sur les emballages est de 100. Voilà les fournisseurs, voilà la répartition par fournisseur. Voilà en gros le barème de référence, le point de départ, le point zéro. Ensuite, phase 2, on va rechercher des options que l'on va proposer au chef d'entreprise. 3 options. Il va en retenir une qui n'est pas forcément le plus intéressant pour lui ou pour nous, mais en fonction de critères qui peuvent être qualitatifs. Je reprends l'exemple
de tout à l'heure, d'une entreprise qui a déployer une assurance qualité avec un de ses fournisseurs. On ne va pas tout casser, et ceci a un prix, je dirais un avantage, évidemment, et une réduction des coûts de façon invisible. Donc, on va, sur cet aspect-là, on va lui proposer 3 options, on va en retenir une. Pour l'instant, nous n'avons perçu aucune rémunération. Et donc, par rapport à la question de façon très claire, une fois que nous avons mis en œuvre les plans, eh bien, il y a rémunération selon un pourcentage à partir du moment où les économies réelles sont constatées. J'espère avoir répondu à la question de façon extrêmement directe. Mais certains de nos clients n'apprécient pas ce type d'approche et veulent un forfait. Et donc, on revient sur un fonctionnement type cabinet classique, sauf que nous faisons du déploiement derrière, mais avec un montant forfaitaire en cash pour nous occuper du déploiement sur 24 mois. Merci Frédéric. Autre question, quelle importance donnez-vous à l'enjeu stratégique de durabilité? C'est-à-dire d'avoir un modèle d'affaires et un modèle d'entreprise qui permettent d'être encore présent et rentable dans 10 ans. C'est une question intéressante. Alors, je vais y répondre de façon courte parce que la durabilité est une notion extrêmement importante à partir du moment où on définit ce que l'on appelle son core business. Lorsque la durabilité a comme définition, j'ai un modèle, un business model, je m'y tiens et puis c'est comme ça et c'est pas autrement et je suis comme ça pendant les 10 ans qui viennent, ça conduit, évidemment, c'est pas ce que l'auteur de la question veut dire, bien entendu, mais ça conduit systématiquement à une absence d'agilité sur la révision des plans. Et là, comme autour de nous, on est dans un monde dynamique, avoir cette vision statique est suicidaire. Donc, le conseil que nous donnons systématiquement est de savoir bien identifier son core business et de savoir déterminer quels sont les endroits sur lesquels on peut orienter et investir de façon stratégique de manière à s'appuyer sur ses forces, s'appuyer sur son core business, mais tout en sachant développer des branches ou des activités ou des business units pour saisir les opportunités. Encore faut-il s'assurer que ces déploiements ou ces développements d'activités ou de business units sont cohérents avec les points forts de l'entreprise et la vision, évidemment, du leader de l'entreprise. C'est absolument essentiel. Et il faut construire ça, pas uniquement avec le leader ou le CEO de l'entreprise, mais avec l'ensemble du comité de direction, du leadership team. Donc, core business, oui, mais pas uniquement. Agilité au niveau des activités. Et puis, j'y reviens par rapport à une question de tout à l'heure, simulation, évaluation des risques, évaluation des opportunités à chaque fois. Merci J'espère beaucoup, avoir répondu à la question. Merci beaucoup Frédéric. Nous sommes venus au terme des questions qui nous ont été adressées. Donc, je laisse la parole à Delphine qui va conclure cette session. Et Alors, on vous remercie. Beaucoup de gens vous remercient de votre intervention, hein, Frédéric, je tenais à le dire, qui Ben, est apparue comme très passionnante et très complète. écoutez, je vous en remercie. Et alors, vous allez dire, il en remet une couche, mais je suis agréablement surpris. Ce n'est pas la première fois que je fais ce type de webinaire, vous l'avez compris, hein, je pense. Les questions on juge toujours du niveau d'un webinaire au travers des questions qui sont posées. Félicitations, bravo pour les questions qui ont été posées. Moi, j'avoue que là, je suis soufflé.
Mais écoute, merci infiniment en tout cas, Frédéric. Alors, certains demandent s'ils peuvent continuer à échanger avec toi en dehors de cette visio. Alors, sans aucun problème, tu m'avais demandé, Delphine, à juste titre, de retirer tout ce qui était commercial. Donc, je n'ai même pas mis mon adresse mail ou un lien Calendly. Ce que je peux faire, je peux t'adresser si tu veux, enfin, tu as mes coordonnées, euh, et je te laisse diffuser ça à qui le souhaite, avec grand plaisir pour discuter avec vous. J'essaierai de vous apporter de la valeur ajoutée. C'est en tout cas mon objectif. Mais oui, Alors, cela dit, ce que tu peux faire aussi, c'est dans la partie QNR, écrire ton mail et ton numéro de téléphone. Ça, tu c'est m'autorises à faire ça. bien sûr, bien sûr. Et de notre côté, évidemment, nous allons faire un post sur LinkedIn. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn et nous annoncerons le replay que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, donc vous pourrez tous retrouver cette présentation. Donc là, Frédéric, je pense que ça peut être pas mal effectivement de noter tes Alors, coordonnées. Si tu n'y parviens pas, j'essaye. Non, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas la main. Ah, saisir une réponse. voilà. Voilà. Alors, je ne vous mets pas bonjour à tous, Non, non. etc. Je mets mon adresse mail. C'est un tout petit peu compliqué. Je vous invite un petit peu compliqué. Pour ceux qui sont bilingues en anglais, c'est fmidi at, et donc je vais mettre mon numéro. Est-ce que vous avez euh, ma réponse? Alors, je suis en train de descendre. Tac. Pas encore. Non, pour l'instant. Non, Alors, attends. pas encore. En revanche, Ça y est, c'est bon. Vincent Potel a partagé votre profil LinkedIn. Oui, et c'est bon, ça y Oui. est, on a ton mail et ton numéro de téléphone, donc c'est parfait. Super. J'ai Voilà. envoyé à Philippe Weber uniquement, pardon, mon adresse mail. Et mon adresse mail, donc, c'est fmidi@yourfutureis.com. Donc, yourfutureis.com pour, en français. Et il y a mon numéro de téléphone que je vous laisse repartager. Ok, parfait. Donc, hop. Non, mais c'est bon, de toute façon, je vais. Ah, ça y est, Vincent a tout repartagé. Super, merci beaucoup, Vincent, Absolument. ainsi que Merci François. Vincent et François. Merci pour cette collaboration collective. C'est ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Encore merci beaucoup à toi, Frédéric. Je vous donne rendez-vous maintenant le 27 juin et nous retrouverons Anne Messas, qui est avocate en propriété intellectuelle et médiatrice. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Delphine. Merci Merci. à tous. Au revoir. Est-ce que je Oui, reste connecté? Qu'est-ce qu'on fait? non, ça y est, on quitte la session. Parfait. Merci Mais Frédéric. merci à toutes et à tous. Merci. Au Bonne revoir. journée. Belle journée.